Bienvenue sur Culturellement Vôtre, je suis Cécile Desbrun et je vais vous parler aujourd'hui plus particulièrement d'un livre, d'une bande dessinée qui est Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur de Sophie Lambda aux éditions Delcourt. Et je vais également vous parler de livres que je suis en train de lire ou que j'ai prévu de lire et dont je vous parlerai prochainement, soit directement dans une chronique écrite sur Culturellement Vôtre, soit en vidéo sur cette même chaîne. Donc il y aura La folle épopée de Victor Sanson de Laurent Sexic aux éditions Flammarion Jeunesse. Chercheur de thé de la découverte à l'initiation de François-Xavier Delmas, qui est le créateur du Palais d'été, aux éditions de La Martinière. Une lecture d'Halloween, Ray Bradbury, donc The Halloween Tree. Une critique qui arrive dans les jours à venir sur le site Avant les diamants, de Dominique Maison, aux éditions de La Martinière également. Alors, ce gros pavé qui est la version annotée du roman culte de Neil Gaiman, The American Gods. Et enfin, Les Déviantes de Capucine Delattre aux éditions Belfond dans la collection Pointillé. On va commencer par une BD qui est sortie il y a en réalité un an, que je n'ai retrouvée dans mes affaires que maintenant, donc mieux vaut tard que jamais. Une BD aux éditions Delcourt sur un sujet un petit peu particulier, donc ça s'appelle Tant pis pour l'amour, ou Comment j'ai survécu à un manipulateur. Donc voilà, tout est dans le titre. Quand on voit ça, ça peut sembler un petit peu lourd comme sujet. Elle est épaisse, fait à peu près 300 pages, mais c'est vraiment à la fois une BD qui est donc de Sophie Lambda, qui est un pseudo parce que c'est son vrai nom du coup. C'est à la fois très pertinent d'un point de vue psychologique, dans le déroulement, comment agit un pervers narcissique, et en même temps, il y a vraiment de l'humour qui peut paraître assez surprenant, mais qui est très bien géré dès le début, et qui évite justement que ce soit, un peu comme diraient les inconnus, aux éditions Plomb, pouf. Donc voilà, c'est pas une BD qui va être plombante à lire, même si, si vous avez déjà vécu une situation similaire de relation soit amoureuse ou autre, toxique avec un pervers narcissique ou quelqu'un qui était manipulateur, ça peut faire ressurgir en effet des émotions, des choses comme ça, mais c'est vraiment géré, présenté de manière intelligente. Et ce qui est très original notamment, c'est que du coup, pour replacer un petit peu l'histoire, donc on suit l'histoire de Sophie, qui est une jeune illustratrice de BD, qui va rencontrer Marcus, un jeune acteur assez connu, assez dans le vent, qui est très charmeur, et il y a cette complicité quasiment immédiate qui se fait, où elle a l'impression vraiment d'avoir rencontré quelqu'un qui va vraiment combler toutes ses failles, tous ses manques, lui donner confiance en elle, lui donner confiance en la vie, et où elle a l'impression vraiment qu'il y a un lien unique qui se fait entre eux, une complicité unique qui se fait entre eux dès le départ. Donc au début, tout est beau, tout est rose. Et puis peu à peu, à partir du moment où leur relation est installée, eh bien Marcus commence à faire des crises. Alors au début, c'est juste des petites remarques. C'est vraiment très progressif jusqu'à vraiment des crises où il la culpabilise énormément et où il va avoir un comportement de plus en plus violent, de plus en plus pervers, même si ça n'en viendra jamais au couple. Voilà, donc il n'y a pas de violence comme on peut avoir l'image des violences conjugales ou des violences au sein du couple avec des coups de poing, des menaces de coups. Ça va être beaucoup plus insidieux que ça, même si sur le tard de la relation, il y a des choses qui sont plus violentes comme des menaces de suicide, se frapper la tête contre les murs, des paroles très, très dévalorisantes. Mais c'est vraiment tout le mécanisme qui va permettre
au pervers en fait d'agir et d'accrocher sa victime qui va être vraiment décortiqué dans cette BD. Donc il y a à la fois le côté vraiment personnel de l'histoire de l'auteur et il y a aussi plus dans la seconde partie de la BD où elle va vraiment expliquer, parce que depuis la fin de cette histoire qui s'est déroulée il y a quelques années, elle a notamment, elle s'est reconstruite, elle a lu beaucoup de documentation sur le sujet, notamment tout ce qui est littérature et recherche anglo-saxonne qui est moins connue en France, et elle va vraiment décortiquer phase par phase comment agit le manipulateur. Et le côté un peu plus fantaisiste, un peu plus humoristique qui permet que finalement, quelle que soit votre histoire, la BD se lit très bien sans que ce soit trop dur, c'est que elle est tout le temps en dialogue, en monologue avec son ours en peluche, Chocolat, voilà, qui est ce gros nounours à la mine un peu patibulaire, voilà, lui qui peut réagir et dire ce qu'il pense alors qu'elle des fois a du mal à le faire. Et voilà, c'est un nounours, une peluche d'enfance qu'elle avait retrouvée, à laquelle elle s'est raccrochée à un moment donné où elle allait mal. Et du coup, pendant toute la BD, elle est en dialogue avec cette peluche qui va réagir et la soutenir à des moments donnés où elle même a du mal à réagir et a du mal à y voir clair en fait dans ce qui se passe, parce que Marcus est quelqu'un qui à la fois apprécie tout le monde, qui peut faire des compliments, être très attentionné et ensuite, dans l'instant suivant, commencer à être dévalorisant envers elle, à lui mettre le doute. Il lui ment sur plein de choses et en même temps il dit la vérité sur beaucoup d'autres. Donc, où est le vrai, où est le faux, c'est aussi toute la violence psychologique qui se met en place dans ce type de situation, que l'auteur explore vraiment, et c'est vraiment très fort. Voilà, j'avais peur peut-être avant d'ouvrir la BD qu'il y ait un côté qui soit un petit peu trop didactique, et en fait c'est vraiment pas du tout le cas. C'est vraiment un récit qui est à la fois très personnel, mais voilà, qui est jamais lourd, qui est toujours juste, et voilà, c'est que vous ayez connu cette situation ou pas, c'est vraiment une lecture que je vous conseille. Alors je vais peut-être vous montrer quelques planches, parce que pour une BD quand même c'est très important. La BD est épaisse, hein, elle fait quasiment 300 pages. Donc voilà, le style général c'est ça, vous voyez, voilà, c'est vraiment le dialogue, le monologue intérieur en fait avec la peluche, avec Chocolat. Et voilà, il y a aussi dans les moments de crise, il y a des planches qui sont voilà, où la violence, du coup, les émotions qui débordent l'héroïne la submerge, et où du coup il y a un style qui est plus voilà, plus comme ça, plus marqué, on va dire. Voilà, il y a encore ça. Et voilà, il y a aussi des images que j'aime beaucoup, comme quand elle raconte voilà, comment elle croit que finalement ce petit ami va finalement guérir tout ce qui restait de blessé en elle. C'est vraiment en fait une sorte de paysage intérieur, ce chapitre-là par exemple. Je vais peut-être vous lire un tout petit passage. Ah, le vide, ces caries dans notre ego, petites mais puissantes, invisibles mais douloureuses, ces parties creuses, ces brèches qui nous font agir comme des primates bourrés parfois. Donc là on voit les petites flèches avec les failles, donc elle met peur de la solitude, besoin de tout contrôler, besoin de plaire, éternelle insatisfaction, besoin de reconnaissance. Et lui, de son côté, c'est comme s'il mettait voilà, des fleurs pour panser toutes ses plaies, et où, voilà, dans ce paysage, cette scène imaginaire intérieure, il met « Ah, il y en a même un peu plus, je le mets quand même, haha !» Et voilà, elle dit « Le pouvoir de Marcus est qu'il m'avait donné l'impression de combler mes brèches les plus profondes, mes blessures les plus anciennes. Je m'étais sentie complète et en sécurité, immédiatement. Il avait su où toucher, où remplir, où lisser. De fait, il m'avait donné l'impression, très vite, de donner un nouveau sens à ma vie. Et s'était rendu indispensable à mon bonheur. Et voilà, c'est magique. On ne voit plus rien, dis donc.
Le quitter impliquait donc aussi de réouvrir ces brèches, de m'exposer de nouveau à ce vide. Donc le nounours en chocolat, enfin le nounours en peluche, chocolat qui dit je le sens pas putain, t'as pas une clope? Et voilà, et ensuite ça donne, bon je vous lis pas tout, du coup il y a ça, cette très belle planche où finalement elle accepte de lâcher prise et que en fait finalement tout ce qu'il avait utilisé, ce Marcus, pour penser ses plaies, qui était finalement illusoire en fait, tout ça, elle le laisse s'envoler. Et voilà, elle apprend à ce moment-là, elle accepte de lâcher prise. Et je trouve ça voilà, très beau, très fort, juste avec une image. Juste en ayant lu tout ce qu'il y avait auparavant, en fait, on comprend tout. Ce qui est aussi très intéressant, c'est la manière dont elle déconstruit tout ça, en faisant, parce que du coup, au début, elle ne met pas forcément de mots en disant « Ah, c'est un pervers narcissique ». Bon, le titre, c'est « Comment j'ai survécu à un manipulateur ». Mais manipulateur, on entend souvent, alors il y a pervers narcissique, il y a le sociopathe, il y a le psychopathe, il y a le vampire psychique. Autant de termes où des fois on a un peu du mal à faire du tri. L'auteur, Sophie B, explique très bien que ce type de comportement manipulateur peut concerner aussi bien les hommes que les femmes. Et surtout, elle explique comment ça peut se construire. Et elle explique clairement que finalement, et là où c'est aussi très difficile et très insidieux pour la personne qui va tomber dans ce type de relation. Donc voilà, petit chat qui vient, qui veut être la star de la vidéo aussi. Voilà Rio, 5 mois, et qui a envie d'être à l'image. Bon, tu vas quand même descendre, hein. Allez. Allez. Bon. Et voilà, elle explique très bien que ce qui est difficile pour notamment les personnes qui vont tomber dans ce type de relation, c'est que souvent les personnes qui sont manipulatrices ont eu un traumatisme à la base. Elles ont finalement dû faire avec des complexes, des failles, des blessures qui sont souvent les mêmes que celles de la victime, ou du moins il peut y avoir des ressemblances, sauf que la différence, c'est que la victime, elle, ne retourne pas le couteau contre la personne qu'elle aime pour panser ses plaies. Alors que le manipulateur, lui, est en demande, en représentation constante auprès des autres, et surtout, il est en demande, en recherche de validation. Il va finalement attendre de la personne avec laquelle il est en couple, si c'est une relation amoureuse, qu'elle le valide, qu'elle comble ses manques, mais surtout qu'elle le rassure tout le temps. Et pour ça, il ne va pas hésiter à la dévaloriser s'il trouve que c'est pas suffisant, alors que c'est juste finalement ses blessures qui s'expriment. Mais souvent, il ne va pas avoir de recul sur la situation, il ne va pas forcément souvent pas se remettre en cause tant qu'il a un comportement manipulateur. Et souvent, comme c'est un comportement qu'il n'aura jamais devant, par exemple, les amis, devant les proches ou en public, la victime va être de plus en plus isolée en fait. Elle va se demander mais est-ce que je déraille, parce que pourtant au début c'était si bien, tout le monde l'apprécie. Et puis voilà, cette manière de manier quelque part le bâton et la carotte, de complimenter, ensuite de lancer des pics, de faire des crises, et après finalement de rassurer, de consoler. C'est quelque chose qui est très déstabilisant. Et voilà, après la partie plus personnelle où on est juste dans le récit, l'histoire de Sophie et Marcus, comment ils se rencontrent, comment ils tombent amoureux, comment la relation va évoluer de manière de plus en plus problématique. Il y a cette partie qui est plus pas théorique, mais où voilà, elle digère un petit peu les lectures aussi qu'elle a eues sur ce sujet, où elle raconte davantage aussi son parcours de reconstruction. Et le mélange des deux est vraiment très bien fait. Et voilà, donc encore une fois, donc tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur. C'est vraiment une lecture que je vous conseille, peu importe votre vécu, votre expérience. Et voilà, c'est en tout cas une belle surprise parce que c'est un service de presse, une demande que j'avais pas faite. Mais du coup, voilà, je suis contente d'avoir lu cette bande dessinée et du coup d'avoir découvert cet auteur. Alors,
le roman que je suis en train de lire en ce moment, c'est La folle épopée de Victor Sanson, qui est un livre, un roman jeunesse de Laurent Sexic. Alors, ce que j'ai apprécié, ce qui m'a convaincu de commencer la lecture de ce livre, c'est le sujet. Donc, on est dans les années 20, dans un petit village en France. On suit les aventures de Victor, qui est un petit garçon d'à peu près 10-11 ans, dont le père est inventeur et qui a inventé une boisson miraculeuse qui peut soigner plein de choses et qui a un goût de paradis selon lui, qui s'appelle la Jacobine. Sauf qu'on est à une époque où Coca-Cola vient d'arriver sur le marché et en fait il va s'apercevoir que le Coca a un goût vraiment très proche et avait même un peu des vertus médicinales en fait. Ça avait été lancé un peu comme ça le Coca. Et, et donc à la mort de son père, Victor est envoyé par sa mère à l'internat et il va décider d'aller en Amérique pour réaliser le rêve de son père, pour essayer de rencontrer le dirigeant de Coca-Cola, pour lui présenter la boisson de son père et essayer d'avoir un contrat, voilà, essayer de faire vivre la mémoire de son père. Et en route, il va croiser des tas de figures célèbres comme Charlie Chaplin, Albert Einstein, Trotsky, Jean Jaurès et bien d'autres. Voilà, donc là j'en suis encore au début, 102 pages quand même, mais il y a un ton qui est très plaisant, très particulier, un petit peu décalé, il y a un petit côté Jean-Pierre Jeunet par moment, pas uniquement d'ailleurs, on en reparlera plus tard, mais voilà, c'est ma lecture du moment. Donc un beau livre qui est sorti donc aux éditions de La Martinière, qui est Chercheur de thé, la découverte à l'initiation, par François-Xavier Delmas, qui est l'un des fondateurs du Palais d'été, donc la marque de thé. Donc François-Xavier Delmas, on avait déjà chroniqué un livre sur Culturellement Vôtre, où il expliquait voilà, qu'est-ce que c'est le thé, comment le déguster. C'était un livre qui m'avait beaucoup plu. Et là, c'est un livre qu'il a conçu d'après son blog, parce que voilà, il faut savoir, c'est lui-même, entre autres, qui sélectionne les thés au Palais d'été, et pour ça, il se déplace dans les plantations, et du coup, ce livre, c'est vraiment à la découverte de comment on crée un thé, comment on choisit, comment on sélectionne un thé. Donc, il y a plein de photos dans les plantations, ensuite de comment le thé est traité avant d'arriver en boutique. Donc là encore, j'en suis qu'au début, mais voilà, en tant qu'amoureuse du thé, ça ne pouvait que me parler. Donc là aussi, je vous en parlerai très prochainement. Ensuite, une lecture de saison, The Halloween Tree de Ray Bradbury, qui est un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps. J'avais déjà lu Chroniques martiennes de l'auteur, qui était un livre qui m'avait beaucoup plu. Alors là, le genre est tout à fait différent, parce que c'est vraiment un roman jeunesse, où le personnage voilà, de squelette qu'on voit sur la couverture va à la rencontre d'un groupe d'enfants qui s'apprêtent à partir chercher des bonbons le soir d'Halloween. L'un d'eux disparaît et du coup ce personnage de squelette, ce qui représente la mort, qu'est-ce qui représente au juste, va les amener vraiment à découvrir les origines de cette fête à travers le temps, à travers les cultures. Voilà, donc j'en suis à peu près à la moitié. Là aussi c'est un livre sur lequel je reviendrai bientôt pour une vidéo spéciale justement lecture d'Halloween. Ensuite, donc un livre que je vais chroniquer dans les prochains jours sur le site à l'écrit, c'est Avant les diamants de Dominique Maison, qui est un roman noir, et c'est vraiment le roman noir que j'ai le plus apprécié ces dernières années. Difficile d'en dire trop, sans m'étaler, sans être un peu trop en longueur. C'est vraiment, ça se passe dans les années 50, en 53. En pleine période du macartisme à Hollywood, et on suit voilà, des jeunes gens qui veulent réussir dans le milieu du cinéma et deux agents secrets de l'armée dont la mission est en fait de faire passer des messages pro-armée à travers des productions hollywoodiennes, mais pour que ça passe plus facilement, on leur donne pour mission en fait de trouver un petit producteur de série B, de films indépendants, de lui donner 2 millions de dollars pour produire plusieurs films ou un film pour servir de pub à l'armée, mais de manière suffisamment discrète. Et ça va complètement dérailler parce que ce producteur a un sacré problème
Et du coup, c'est un peu un roman à la Elroy, avec des personnages barrés, d'autres beaucoup plus touchants, et il y a une mécanique, et surtout un vrai travail de documentation sur Hollywood à cette période. On va croiser des personnages célèbres comme Eddie Lamar, comme Clark Gable, et bien d'autres, et c'est juste... wow. Je vous en reparle plus en longueur bientôt. Et maintenant, donc un livre que j'avais lu, on va dire en 3/4, il y a à peu près 10 ans, et que je voulais vraiment découvrir dans la version préférée de l'auteur, et là c'est une très belle édition, c'est American Gods de Neil Gaiman, qui est sorti il y a quelques mois, donc en anglais, dans une version annotée. Je suis prise du nez, je pense que ça s'entend un petit peu. Voilà, donc j'adore ces éditions annotées, et Neil Gaiman, American Gods, vous en avez peut-être entendu parler, soit au moment de sa sortie dans les années 2000, soit ces dernières années, parce que Amazon Prime l'a adapté en série télé. Voilà, donc une histoire de dieu, mais qui n'est pas du tout une histoire à la Marvel, où les dieux du passé, comme Odin, affrontent les nouveaux dieux, les nouvelles divinités que sont Internet, notamment le monde, les médias. Et voilà, ça je vous en parlerai très bientôt. Et enfin, un roman que j'ai pas lu encore, Les Déviantes, de Capucine Delattre, dans la collection Pointillé des éditions Belfond. Mais le pitch m'a vraiment accroché, donc c'est ma prochaine lecture. Voilà, je vous lis peut-être juste le pitch très rapidement. Le monde d'Anastasia s'est effondré. À 29 ans, elle avait l'argent, la stabilité, le prestige. Hier encore, elle exerçait de hautes fonctions dans une grande entreprise. Une conquérante, Anastasia, toujours en avance sur son monde, même pour son cancer du sein. Pour la première fois de sa vie, la voilà limitée. Pourtant, la maladie n'est pas le sujet de son histoire, plutôt un point de départ, un détonateur, un accélérateur, un catalyseur. Anastasia devient une déviante, celle par qui tout commence, capable d'attirer dans son sillage deux déviantes en germe, Iris et Lolita. Ensemble, elles vont prendre goût au saccage de leurs courtes existences et s'autoriser à déployer leurs rêves. À elles trois, elles incarnent une jeunesse qui refuse de se laisser abîmer, une vocation en marche et, surtout, la possibilité de nouvelles trajectoires. Voilà, donc avec un pareil pitch, évidemment, ça m'intrigue beaucoup. D'autant plus que la collection Pointillé est une collection qui est assez singulière, vraiment avec des histoires, avec des points de vue à chaque fois, des univers assez marqués, souvent avec un côté intime assez prononcé qui me parle beaucoup. Donc, eh bien écoutez, je vous en parle dans les prochaines semaines. C'est la fin de cette première vidéo spéciale lecture sur Culturellement Vôtre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intrigué, que ça vous a donné peut-être des idées pour vos prochaines lectures. Et je vous dis à très bientôt, du coup, avec une vidéo spéciale lecture d'Halloween.